Yo les bros, j'espère que vous allez bien car nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1024 tant attendu après l'incroyable dernier chapitre qu'Oda nous a balancé. Aujourd'hui nous allons avoir le privilège de nous plonger dans les bribes du passé de Yamato qui va dévoiler ni plus ni moins que Shimotsuki Ushimaru, le prétendu père de notre très cher Zoro. Autant vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous raconter une nouvelle fois puisque nous sommes gâtés par les nombreuses révélations qu'Oda nous propose depuis plusieurs semaines. Je tenais d'ailleurs à vous remercier sincèrement pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière review, c'était absolument dingue et j'en suis profondément touché. Voilà, nous allons commencer sans plus attendre. À nouveau, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît pour participer gratuitement au développement de la chaîne et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines sorties. On a toujours l'objectif des 300 000 en tête et c'est aujourd'hui grâce à vous qu'on peut y arriver. Alors merci à vous les bros et maintenant, direction Onigashima. Ce chapitre est plus que jamais divisé en deux parties. La première, légèrement moins intéressante, met en avant la guerre entre l'Alliance et les sbires de Kaido à l'intérieur du palais de Onigashima, tandis que la deuxième est totalement axée sur Yamato et son passé, donc absolument passionnante. Commençons par la première partie, évidemment avec directement le premier sujet, le Haki des rois d'Usopp. C'est lui qui introduit ce chapitre avec ni plus ni moins que deux nouveaux mensonges. Il se fait passer pour Uzohashi, le chasseur de Tobiropo, qui en a déjà vaincu deux, tout en expulsant ce qui semble être son Haki des rois, faisant tomber dans l'inconscience bon nombre de sbires de Kaido s'opposant à lui. La vérité est en réalité tout autre puisque Usopp n'a vaincu aucun Tobiropo, et il n'a d'ailleurs pas vraiment participé à la défaite d'un de ces derniers, et bien évidemment ce Haki des rois ne vient pas de lui mais de Big Mom qui combat l'eau et quitte plus loin. Cependant, vous le savez aussi bien que moi, lies turn into reality. Les mensonges deviennent réalité. Usopp est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, se cachant derrière un nombre infini de mensonges, devenant à un moment ou l'autre une vérité. C'est là toute la particularité de ce personnage. Toutes ses paroles ont un double sens. Lorsqu'il semble mentir en disant qu'il a croisé un poisson géant, quelques temps plus tard, ce mensonge se réalise. Il existerait un pays de nains? Pas de souci. 700 chapitres plus tard, Usopp atterrit dans un pays de nains. Là est tout le charme de ce personnage. Et forcément, l'entendre dire deux mensonges dès le début du chapitre, en partant du principe qu'ils deviennent réalité, eh bien on peut vite se poser des questions. Le premier concernant les Tobiropo est assez intéressant. Il se vante d'avoir mis KO 2 des 6 Tobiropo. On sait très bien que c'est faux, mais si cela devenait une proche réalité. Usopp est le seul à ne s'être absolument pas démarqué. Parmi les Mugiwara dans cette grande guerre, tous ont dévoilé de nouveaux pouvoirs, une nouvelle puissance et ont affronté au moins l'un des commandants de Kaido. Usopp, lui, n'a pas été assez efficace. Certes, il a souvent un rôle de soutien, mais dans cette grande guerre, n'avons-nous pas le droit d'en attendre un tout petit peu plus du sniper de l'équipage? Eh bien, l'entendre dire qu'il a vaincu 2 des 6 Tobiropo m'a conforté dans l'idée que ces combats ne sont peut-être pas terminés. Dans le chapitre 1022, lorsque l'annonce de la défaite des Tobiropo a été faite, Page One et Ulti n'ont pas été montrés. Ma question est donc la suivante, et si ils revenaient? Dans un ultime élan de bravoure, Page One et Ulti, deux Tobiropo, se relèveraient tout en étant très affaiblis pour barrer la route à l'Alliance. C'était sans compter sur Usopp, le chasseur de Tobiropo autoproclamé, qui vaincrait les deux adversaires déjà très affaiblis. Son mensonge n'en serait alors pas un, et nous aurions enfin l'occasion de le voir en plein combat. Il s'agirait alors d'un très bon compromis, Usopp aurait eu son glorieux combat tout en respectant la tradition du mensonge devenant réalité. Cependant ce n'est pas fini, il y avait un deuxième mensonge en ce début de chapitre, son Haki des rois. J'ai eu l'occasion d'en parler pas mal de fois à travers mes vidéos, mais j'ai l'intime conviction qu'Usopp possédera lui aussi le Haki des rois, toujours en partant du principe que ces mensonges prennent vie. C'est durant l'arc de Dressrosa qu'Usopp a menti aux Tontatta en leur disant qu'il possédait le Haki des rois et qu'il était à l'origine du tremblement de terre qu'il venait de ressentir. Forcément, quand on sait que tout ce qu'Usopp dit a un fond de vérité et qu'il vient à nouveau de mentir à ce sujet, comment ne pas l'imaginer réellement posséder ce Haki des rois? Sogeking, le roi des snipers, God Usopp, le dieu, ou tout simplement Usopp, grand capitaine d'une flotte de 10 000 pirates et géants. Il a des ambitions dignes d'un roi. Actuellement, nous ne pouvons pas être sûrs que cela suffise à ce qu'il débloque ce pouvoir, mais je ne serais sincèrement pas étonné qu'il nous le dévoile un jour ou l'autre, que ce soit ici sur Wano Kuni ou dans un arc lié à Elbaf, son pays de cœur. Ce début de chapitre m'a en tout cas conforté dans l'idée que l'arc n'est absolument pas fini pour Usopp et qu'il peut nous préparer encore bien des surprises. J'attends sans doute, tout comme vous, le retour de sa forme Sogeking plus que jamais, tant le thème du déguisement et du masque est relié à cet arc de Wano Kuni. Voir Sogeking revenir dans une nouvelle apparence pour affronter les deux Tobiropo, ça serait une très belle façon d'honorer ce personnage irremplaçable de l'équipage. C'est tout ce que j'avais à dire de vraiment intéressant dans cette première partie, alors passons désormais à la suite, car c'est ici que le très lourd nous attend.
Nous nous retrouvons sur le toit d'Onigashima. Le combat de Yamato et Kaido continue de faire rage. Plus que jamais, celle qui sera nommée la princesse démon dans ce chapitre tient tête à son père et la force effroyable qu'il déploie dans sa forme hybride. Quelle que soit son attaque, Kaido attaquera encore plus fort. Cependant, Yamato ne plie pas le genou et commence alors une discussion entre le père et la fille. Yamato révèle que Kaido a toujours voulu la tuer. Il le confirme, mais explique surtout que ce n'est pas juste une querelle de famille. Si elle veut vraiment prendre le nom d'Oden pour sauver Wano Kuni, alors elle doit être prête à partir en guerre contre lui. Kaido sous-entend alors que ce sont les ambitions d'Oden qui le dérangent. Si son enfant hérite de cette volonté, alors il ne peut l'ignorer. Tout simplement car Oden voulait libérer Wano Kuni, alors que Kaido lui veut garder ce pays clos pour une raison encore obscure. Nous aurons peut-être enfin quelques indices sur la véritable motivation du Yonko, mais pour ça il va falloir revenir 20 ans dans le passé, quelques temps après la mort du clan Kozuki. Nous voilà 2 décennies en arrière, en plein Onigashima, seulement quelques temps après l'exécution de Kozuki Oden. Nous retrouvons une jeune Yamato âgée de seulement 8 ans, en tout point similaire à quoi elle ressemble aujourd'hui, qui affrontait nul autre que les sbires de son père. Tombant tous au sol, elle dévoile elle aussi la possession de son Haki des rois. Dès son plus jeune âge, elle avait déjà éveillé au point d'étourdir les pirates de l'équipage de Kaido. Cette question laissée en suspens à la fin du chapitre 1016 a enfin une réponse. Oui, Yamato possède bel et bien le Haki des conquérants. Est-ce une surprise? Absolument pas. Aucun personnage n'aurait pu tenir tête aussi longtemps face à lui sans posséder cet atout royal indispensable. Mais ce n'est que le début. Kaido finit par enfermer Yamato dans une cave servant de prison, là où se trouvent 3 des meilleurs épéistes de Wano Kuni précédemment capturés. Ne laissant qu'une faible portion de nourriture et des katanas pour espérer qu'ils s'entretuent, il abandonne ici pour la première fois sa fille à son sort. Mais il semble que Kaido ne connaisse pas réellement les samouraïs de Wano Kuni. Yamato a trouvé ses sauveurs, ils la laisseront se nourrir car de toute manière, un samouraï n'a jamais faim. Un autre samouraï se lève pour couper les chaînes de cette nouvelle prisonnière, son visage est révélé, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Roronoa Zoro. Et bien à nouveau, quelle incroyable révélation, des scènes pleines de parallèles et lourdes de sens qui dévoilent des personnages autant intrigants qu'intéressants. Je vais commencer par les parallèles, c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué. Les samouraïs disant qu'ils n'éprouvent aucune faim, c'était exactement la phrase de Momonosuke tout juste après avoir été capturé. Yamato qui dévore son repas disant qu'elle ne l'oubliera jamais, c'est là encore une référence à Momonosuke mangeant le plat de Sanji pour la première fois, ainsi que Dotama disant à Luffy qu'elle n'oubliera jamais le goût du repas qui lui a permis de manger. Ce sont des petites scènes qui sont pas forcément très importantes, mais qui sont très belles lorsqu'elles se font écho l'une à l'autre. Maintenant, parlons des samouraïs. Personne ne l'aura loupé. Cet homme ressemblant à Zoro ne doit sans doute être nul autre que Shimotsuki Ushimaru, le daimyo de Ringo dont la ressemblance avec Zoro dans sa jeunesse avait plus que choqué Kawamatsu et Yogoro dans le dernier chapitre. Quelle surprise de le voir ici, et effectivement, lui et Zoro sont comme 2 gouttes d'eau. Maintenant, si on se penche sur la chronologie de One Piece, on peut être sûr que tout correspond. Zoro a 21 ans. Ushimaru, lui, a été enfermé il y a de cela 20 ans. Alors seulement 1 an avant sa capture et sa rencontre avec Yamato, Ushimaru a fait un enfant avec une mystérieuse inconnue, et cet enfant n'est nul autre que le futur meilleur épéiste au monde. Tout comme Ryuma, Ushimaru avait lui aussi un bandage sur l'œil gauche, sous-entendant une blessure similaire à celle que Zoro a lui aussi subi durant son entraînement. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter à la perfection. Ushimaru aurait donc été emprisonné en 1504 après la défaite d'Oden. Tout juste 1 an avant, en 1503, il aurait eu un enfant avec une femme qui quitta le pays avec son bébé, tout comme l'a fait Shimotsuki Kozaburo qui a par la suite créé le donjon Shimotsuki dans une île sur East Blue. La famille Shimotsuki aurait donc en réalité protégé et gardé le fils de leur seigneur à l'abri des regards sur une toute petite île perdue d'East Blue. Cet homme qui deviendra plus tard Roronoa Zoro, celui s'étant dressé face à Kaido. Cependant, nous pouvons être sûrs que Zoro a bien hérité des gènes de son père. Ushimaru est vu, arborant le symbole des Shimotsuki tatoué sur le dos, ce même symbole que Zoro a ironiquement porté bien des fois dans sa vie, utilisant le Nitoryu, le style à 2 sabres. Et lorsque nous revenons aux origines même de One Piece, au tout premier chapitre montrant le flashback de Zoro il y a de cela 24 ans, Zoro n'utilisait non pas son Santoryu, mais bien le Nitoryu, la technique à 2 sabres. C'est l'anime qui peut induire en erreur en montrant Zoro s'entraîner avec 3 sabres, mais à l'origine il n'en utilisait que 2, tout comme Ushimaru. Je ne sais pas si Oda avait tout prévu à ce point, mais je comprends mieux pourquoi Wano Kuni est l'un des arcs qu'il voulait le plus écrire et dessiner depuis le début de One Piece. C'est ici que l'origine de tous ces personnages semble se dévoiler un à un. Le flashback du 5e chapitre de One Piece prend alors aujourd'hui tout son sens, 1019 chapitres plus tard. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute, nous avons rencontré pour la première fois le père d'un personnage que nous avons attendu pendant plus de 20 ans. Yamato doit alors avoir gardé un souvenir de ses samouraïs, j'imagine que lorsqu'elle verra Zoro, elle aura la même réaction que Yogoro et Kawamatsu et verra en lui un de ses sauveurs,
Ushimaru. Concernant les deux autres samouraïs présents dans cette cave, il peut s'agir de deux daimyo d'autres grandes familles de Wano Kuni, notamment les Fugetsu, Amatsuki et Utsuki, qui n'ont toujours pas été réellement dévoilés dans l'histoire actuelle, si ce n'est que Toki faisait partie des Amatsuki. Reste à savoir désormais si nous allons les revoir dans un prochain flashback pour en apprendre plus sur leur histoire et sur leur nom. Car ce sont tout de même eux qui ont appris à lire à Yamato, ce sont eux qui ont lu le carnet d'Oden, semblant absolument choqués de ces révélations. Ils semblent tous s'être libérés, déterminés à affronter Kaido. Je doute qu'ils soient encore vivants, mais ce sont eux les véritables sauveurs de Yamato. Grâce à eux, elle a pu s'enfuir, et c'est sans aucun doute en errant dans Onigashima, affamée, qu'elle a trouvé son fruit du démon mythique. C'était donc un premier flashback autour de Yamato et Kaido qui ne sera sans doute pas le dernier et qui apporte déjà quelques réponses à nos questions. Retour au présent, le père et la fille s'affrontent toujours. L'héritière du Yonko se pose enfin les questions que tout le monde se pose depuis son introduction. Pourquoi Kaido a-t-il pris la liberté de Wano Kuni? Le capitaine des 100 bêtes répond que ce monde ne peut être expliqué avec seulement des questions et des réponses. Ils préparent tous les deux leur Raimehake en utilisant le haki des rois enduit sur leurs armes, et la collision de leurs deux attaques crée une immense onde de choc teintée d'éclairs noirs, si significatif à cette forme du haki. C'est la fin de ce chapitre 1024, mais la question persiste. Pourquoi? Kaido semble ne pas vouloir donner de réponse à Yamato sur la raison de ses actes. Cependant, il a une bonne raison, et comme je vous le disais dans une de mes précédentes reviews, je suis sûr qu'au fond, Kaido a une très bonne raison d'enfermer Wano Kuni. Chaque antagoniste de One Piece a une part de bon en lui, et je me dis que ce bon en Kaido est peut-être ce qui l'a poussé à garder Wano Kuni écarté du monde. Comme il le dit à Yamato, certaines choses ne peuvent pas être expliquées si simplement. L'isolation de Wano Kuni, qui perdure depuis tant de siècles et qui est à l'origine des Kozuki, reste un véritable mystère. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Les Kozuki ont enfermé Wano Kuni pour le protéger d'un immense pouvoir. Si Kaido souhaite garder Wano comme tel, c'est peut-être alors également pour le protéger de cet immense pouvoir. D'un autre côté, si Luffy libère Wano Kuni, cela va-t-il créer un cataclysme sans précédent? Peut-être que la destruction est nécessaire pour recréer une base saine, comme la prédiction de Charlie voyant Luffy détruire l'île des hommes poissons. Si Luffy est vraiment à l'origine de ce chaos dans le futur, alors ça sera peut-être pour une raison nécessaire à la libération des hommes poissons et à lever une nouvelle aube sur leur existence. Aujourd'hui, ça serait pareil pour Wano Kuni. L'ouverture de ce pays représente son aube, sa libération, mais elle générera également une destruction et un cataclysme nécessaire pour le renouveau de cette île. Le tout est bien évidemment de savoir pourquoi et comment. En tout cas, si cette page de fin n'apporte pas tant de réponses, elle nous montre Yamato sous une toute nouvelle facette, capable de réaliser la prouesse ultime qui est de tenir tête à son père. Plus le combat perdure, plus son niveau semble se rapprocher du Yonko. Certes, elle ne sera pas assez puissante pour le vaincre, mais elle le sera sans doute avec Luffy. Son niveau de maîtrise du haki des rois semble être vraiment élevé, au point de l'insuffler dans son arme comme je le disais plus tôt, chose que Luffy n'est parvenu à faire qu'il y a très peu de temps. Ça représente une véritable lueur d'espoir et plus que jamais nous pouvons enfin envisager la défaite de Kaido avec de si puissants personnages face à lui. C'était un chapitre vraiment agréable, évidemment beaucoup moins de matière à théoriser puisque au contraire nous avons la révélation de nombreuses choses aujourd'hui. L'ouverture du pays reste cependant pour moi l'un des plus grands mystères et une fois qu'il sera révélé, les motivations de Kaido le seront aussi. Nous n'avons désormais plus qu'à attendre le prochain chapitre pour vivre la suite de cette incroyable et unique aventure qu'est One Piece. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un véritable plaisir. N'oubliez pas de la liker pour le soutien, un énorme merci à nouveau et on se retrouve très bientôt. Passez un excellent week-end, peace les bros.